Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de La Dame du CDI. Aujourd'hui, je reviens encore une fois avec un sujet qui me parle énormément, qui me touche énormément. Et j'ai mis beaucoup plus de temps à le préparer parce que j'essaie d'intégrer tous les retours que vous me faites. Et d'ailleurs, merci infiniment à tous ceux déjà qui écoutent ce podcast, qui prennent le temps de l'écouter et aussi qui prennent le temps de le commenter ou alors de me faire des retours directement. Vous savez que vraiment, moi, j'aime trop parler avec vous. Je prends vraiment énormément de temps pour répondre à tout le monde. Et d'ailleurs, si je ne vous avais pas répondu, n'hésitez pas à me le dire. Mais normalement, je réponds vraiment à tout le monde. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Parce que les retours que vous me faites, aussi bien sur le podcast que sur mes vidéos, etc., ou même sur mon roman, sont vraiment hyper précieux pour moi. Parce que ça me permet, vous voyez, d'ajuster le son, d'ajuster les effets sonores, etc., même la forme, le fond, etc. Et en fait, c'est hyper bien parce que, à la fois, moi, j'aime trop parler avec vous parce que ça m'apporte beaucoup. Et j'ai le sentiment aussi que ça améliore un petit peu la qualité de mon travail. J'ai enfin réussi à maîtriser les micros, donc j'espère que vous apprécierez le nouveau niveau sonore. Aujourd'hui, le sujet du jour, de la semaine, c'est le people pleasing. Le people pleasing, c'est un type de comportement, je pense que vous avez sûrement déjà entendu ça, mais dans l'idée, en intro, je vais vous le présenter avec des sources. Parce que comme d'habitude, j'ai pris le temps de faire des recherches pour vous donner des sources fiables que je vous mettrai en description. Voilà. Tu dis oui quand tu aimerais dire non. Tu souris quand tu aimerais pleurer. Tu veux plaire à tout et tout le monde tout le temps. Tu t'excuses quand tu n'as rien fait. Tu réponds à la minute. Mais à force de vouloir plaire aux autres, est-ce que tu ne serais pas en train de te trahir toi-même ? Le sujet du people pleasing, c'est un sujet qui est à la fois très intime, mais qui, je pense, touche énormément de gens comme vous et moi. Et c'est important, je pense, de se renseigner sur ce que c'est, de vraiment le comprendre pour essayer de s'en détacher. Je vous ai déjà dit, par exemple, que être conscient, c'était déjà faire la moitié du travail. Et vraiment, prendre conscience de nos propres comportements nous aide. C'est vraiment la première étape pour passer justement dans tous ces processus de guérison. En réalité, le people pleasing, c'est un comportement ancré où on cherche à éviter toute forme de conflit et où on essaie de plaire à tout le monde tout le temps et à ne jamais contrarier. Ce comportement, il a pour stratégie en fait de recevoir l'approbation, la validation et de toujours être aimé ou apprécié. Mais pour ça, ça demande justement de toujours se suradapter, de toujours dire oui et surtout d'anticiper sans cesse les besoins des autres. Alors j'ai justement trouvé le travail d'une clinicienne, psychologue clinicienne américaine qui s'appelle Harriet B. Breaker, qui justement a écrit un livre qui est vraiment bien. Alors j'ai pas pu le lire en entier, sorry guys. Mais il y a justement un passage où elle précise vraiment pourquoi est-ce que le people pleasing est compulsif. Ce livre, il s'appelle The Disease to Please. En gros, la maladie de plaire. Sauf que comme en anglais, ça rime, je trouve ça que c'est trop bien. J'ai trouvé le nom du livre absolument génial. The Disease to Please, qui est sorti en 2001, qui date pas d'hier. Justement, dedans, elle parle de ce besoin compulsif de plaire, du people pleasing, et elle dit qu'en fait, c'est une sorte de modèle de dépendance émotionnelle. Où en fait, et alors ça, accrochez-vous bien. Justement, elle présente ce modèle de dépendance émotionnelle comme un modèle où l'estime de soi repose entièrement sur la validation extérieure. Je vous laisse infuser avec ça 2 minutes. L'estime de soi repose entièrement sur la validation extérieure. C'est-à-dire que tu n'as aucun mécanisme interne qui te permette justement d'être fier de toi. En fait, tu vis complètement à travers le regard de l'autre, à travers l'approbation de l'autre. Et alors ça, c'est également peut-être, ce sera même très certainement le sujet du podcast de la semaine prochaine, parce que je vous ai fait un sondage justement sur Insta, où je vous demandais les sujets qui vous plairaient, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Parle-nous de ce que c'est que de vieillir en étant gay, des forces, des faiblesses, etc. »
Et en fait, j'avais déjà fait une vidéo TikTok il y a très longtemps sur ce sujet, mais sur un sujet un peu plus précis, autour de l'estime de soi, de la construction de l'estime de soi, où je parlais justement du fait que beaucoup d'hommes gays, je vous la fais courte, en fait, quand on grandit en étant gay, on grandit en ayant un rejet de son identité. Ce qui fait qu'au moment de son coming out, on va passer par une période d'hyper-validation où en fait on va chercher absolument la validation extérieure et essayer de plaire le plus possible. Et ça, cette période-là, elle est très addictive parce qu'elle est très abondante pour l'ego. C'est une période qui nourrit énormément notre ego, qui est très plaisante. Vous voyez, beaucoup de dopamine, vous voyez cette décharge de je plais, je séduis, etc. Et en fait, il y a énormément de personnes gays, moi le premier, hein, qui justement s'attachent à ce besoin d'attention et qui en fait vont complètement créer leur estime d'eux-mêmes liée intrinsèquement à leur physique et aux atouts qui leur permettent de plaire. Ce qui fait que, malheureusement et naturellement, le corps est éphémère, la jeunesse est éphémère, la beauté du corps n'est pas aussi bien mise en avant avec l'âge dans notre société, ce qui fait que les hommes gays qui justement étaient nourris par l'estime qu'ils recevaient des autres par rapport à leur physique, qui était jeune, athlétique ou des choses comme ça, quand cette beauté de la jeunesse s'évapore, et ben avec leur estime d'eux-mêmes s'effrite. Et ça, c'est catastrophique pour énormément d'hommes gays qui, justement, passé la trentaine, n'arrivent plus à avoir d'estime d'eux-mêmes parce que tout était basé sur leur physique, un physique qui malheureusement est éphémère. Et c'est pour ça que justement, pour revenir à notre sujet, c'est extrêmement important d'avoir un système où l'estime de soi ne repose pas sur une validation extérieure. Et alors ça, c'est justement les sujets que je vous présenterai à la fin du podcast, où je parle justement de comment, moi, j'ai trouvé des moyens de créer mon estime de moi, de l'apprécier, d'apprécier ma personne, que ce soit aussi bien physiquement que mentalement. Et en fait, c'est important de cultiver ces deux choses-là, parce que l'un et l'autre vont nous permettre justement d'être en paix en vieillissant et en paix dans toute notre vie. J'ai essayé de comprendre aussi l'origine des comportements de people pleasing, des comportements où justement on a besoin de plaire. Et en fait, ça c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais vu sur TikTok plusieurs fois, où ils disent que typiquement le couple de parents qui crée le plus de trauma sur les enfants, c'est un père émotionnellement absent et une mère émotionnellement instable. Et en fait, j'ai essayé de me renseigner parce que je me suis dit, je pense que ça, typiquement, ça fait des enfants qui sont des people pleasers. Mais il n'y a pas que ça, et en fait, justement, dans ce que j'ai trouvé, c'est Lindsay Gibson qui a écrit un livre en 2015 qui s'appelle Adult Children of Emotionally Mature Parents, qui est sorti en 2015, où justement, d'une part, elle explique que ces mécanismes de survie psychologique, ils arrivent très tôt dans l'enfance, et justement, elle montre que les enfants qui grandissent dans des environnements instables, ça peut être des parents autoritaires, des parents imprévisibles, des parents émotionnellement absents, vont développer justement ces comportements de suradaptation, ces comportements de people pleasing. Et justement, en fait, elle montre que beaucoup de ces enfants ont le sentiment qu'ils ont besoin d'être parfaits, de ne pas déranger et de toujours besoin de prendre soin des autres pour ne pas être rejetés. Elle catégorise ces enfants de caregivers émotionnels. Caregiver, ce serait, on va dire, des aides-soignants émotionnels. Il y a sûrement un mot mieux pour le traduire. Soignants précoces. Justement, qui sont habitués à réguler les émotions des autres, les émotions des adultes, à leurs dépens. Et alors ça, justement, c'est quelque chose qui est en plus renforcé avec le stress minoritaire pour les personnes queer, parce que quand on grandit queer, et c'est vraiment queer au sens large,
pas que gay, on a le sentiment qu'on a besoin d'être parfait, de rattraper le fait que notre sexualité ou notre genre n'est pas, vous voyez, le bon, pas ce que la société attend. Moi, je sais que je me suis toujours mis énormément de pression pour réussir académiquement et pour surtout ne faire aucune vague, parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que je rattrape pour ma sexualité. Et c'est pour ça que je suis pas le seul, d'ailleurs, je vous en ai pas présenté dans le podcast, mais j'en ai parlé plusieurs fois en vidéo sur TikTok. Il faudrait que je les mette sur Insta aussi. Énormément d'enfants queer vont surcompenser en excellence académique. Il y a énormément de pression au travail, etc. Donc, d'un côté, il y a quelque chose de bénéfique, parce que quand on réussit bien à l'école, potentiellement, ça va nous aider à mieux réussir dans la vie, mais c'est aussi une pression qui est énorme pour des enfants, et c'est sûrement, et même très certainement, too much. Je me souviens que mes parents, quand j'avais 16 ans, m'ont dit « c'est la première fois que tu parles à table ». Genre, il y a quand même un souci. J'étais vraiment, vous voyez, toujours dans la suradaptation, à essayer de m'effacer. Bon, après, il y avait un contexte, j'avais un grand frère qui était difficile, etc. Mais c'est quand même fou que les enfants... Enfin, moi, je connais très peu d'enfants gays qui n'ont pas vraiment bien réussi, vous voyez, académiquement. Je pense qu'on a tous eu cette pression, enfin pour beaucoup, cette pression académique. Et à la fois, aussi pour les personnes hétéros, le fait d'avoir des parents qui peuvent être très autoritaires, ça peut avoir un impact sur la façon qu'on a de grandir. Je me souviens, donc moi, j'ai été dans un lycée privé catho qui était assez strict. Et je me souviens que quand on est arrivé en seconde, il y a une fille qui avait des parents hyper autoritaires. Mais hyper autoritaires. En fait, c'était des parents qui étaient très conservateurs, etc. Et en fait, à 16 ans, elle a voulu un peu faire... je sais pas, c'était sa crise d'ado, elle s'est rebellée, etc. Et elle faisait tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi. Et je dis pas ça d'un point de vue de jugement, hein. C'était vraiment... Enfin, elle a vraiment tout essayé, quoi. En un an. Et je pense que c'était vraiment une sorte de trop-plein pour elle. Et ça me faisait tellement de la peine. Je la connaissais pas assez pour, vous voyez, genre, lui demander quoi que ce soit, etc. Mais d'un point de vue extérieur, je pense que cette année-là, elle a été vraiment difficile pour elle. Une des dimensions aussi qui est vraiment intéressante dans le people pleasing, c'est la dimension du genre. En fait, c'est encore le travail d'une américaine, vous allez vous dire, mais ils cherchent que ces sources là-bas. Mais c'est vrai que niveau sociologie et psychologie, ils ont quand même beaucoup d'études. Après, il faut voir que c'est un pays qui fait la taille d'un continent, donc forcément, il y a beaucoup de recherches. Mais justement, je suis tombé sur le travail de la sociologue Carol Gilligan qui montre dès les années 80 que les filles, justement, sont socialisées très tôt à être attentives aux émotions. Et en fait, ça, bon, c'est une sorte de pression culturelle, ça va, vous voyez, dans les jouets, dans la façon qu'on a de présenter les enfants, dans les dessins animés. Et justement, on pousse les filles à faire attention aux émotions, à éviter le conflit, à préserver l'harmonie, etc. Et du coup, le people pleasing, c'est un comportement qui est beaucoup plus marqué chez les femmes. Je pense que c'est aussi très présent chez les personnes queer, mais voilà. Alors, si vous cherchez la source, elle a dit ça dans In a Different Voice, qui est sorti en 1982, et c'est Carol Gilligan. Ce phénomène de people pleasing, ce besoin justement d'approbation, de suradaptation, il touche aussi beaucoup les personnes queer qui sont souvent rejetées par leur environnement d'origine. Vous voyez, ce besoin d'être aimé, d'être accepté, d'être validé, il devient vraiment vital parce qu'on a le sentiment que notre identité dérange. Et c'est justement Erving Goffman, dans La mise en scène de la vie quotidienne, qui est sorti en 1973, qui explique que nous jouons tous des rôles sociaux. Et justement, il explique que pour les minorités, en fait, ces rôles deviennent presque des masques de survie. Et donc, en fait, comme je vous disais, ben voilà, ce besoin de réussite académique, ce besoin de se suradapter, c'est des choses qui sont très marquantes pour les minorités, et je parle vraiment au sens large, parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas être librement nous-mêmes, qu'on ne peut pas avoir des émotions qui, elles, seraient autorisées à des personnes qui sont, entre guillemets, plus privilégiées que nous. Moi, comme je vous le disais, j'ai toujours eu
énormément de pression à essayer d'être une personne parfaite. Mais c'était dans absolument toutes les dimensions de ma vie. C'était à l'école, c'était en famille, c'était mais vraiment tout le temps. La seule sphère où je pouvais être un petit peu plus moi-même, c'était avec mes amis. Et j'ai d'ailleurs, je sais pas si vous êtes assez d'accord, mais j'ai un petit peu cette théorie. J'aimerais d'ailleurs, faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Mais pour moi, euh, quand tu arrives à être dans l'enfance, hein, quand tu arrives à être toi-même chez toi, tu n'arrives pas à être toi-même à l'école. Et quand tu arrives à être toi-même à l'école, tu n'arrives pas à être toi-même chez toi. J'ai l'impression qu'il y a souvent cette dualité parce que, enfin, je sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé. Dites-moi si vous aussi c'est quelque chose que vous ressentez. Enfin, en fait, quand je vois les enfants, et que je compare aussi par rapport à mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a vraiment ce décalage. Et vous voyez, j'ai donc toujours eu ce besoin d'être parfait. Je répondais aux messages dans la minute. J'étais hyper stressé quand j'y répondais pas tout de suite. J'essayais de faire du sport, d'être toujours le premier. Je faisais de la natation, j'essayais d'être toujours le premier. À l'école, j'essayais d'être toujours le premier. J'essayais toujours en fait de compenser, de rattraper. Après moi j'avais aussi un grand frère, donc j'avais toujours ce besoin entre guillemets de rattraper mon grand frère. Et j'étais toujours en avance, je devais toujours être prêt. Vous voyez, moi mes parents par exemple n'aimaient pas qu'on écoute du rap, ils aimaient pas qu'on joue trop aux jeux vidéo. Et c'est des trucs que je faisais pas du tout. Et c'est des trucs que j'ai commencé à m'autoriser hyper tard. Alors que c'est des trucs, enfin, c'est d'une simplicité. Genre j'écoutais pas de rap avant au moins je crois mes premiers. Non, j'ai commencé à écouter du rap, je crois, en terminale. Et j'en écoutais pas beaucoup, hein. Mais genre, je sais que c'était. Je sais pas, j'étais gêné. J'étais en mode non, je suis pas comme ça et tout. Alors qu'objectivement, j'aimais bien. Parce que aussi, les gens autour de moi aimaient bien. Parce que les musiques étaient bien. Et pour les jeux vidéo, c'était mitigé. En gros, mes parents, ils aimaient pas trop les jeux vidéo violents. À juste titre, enfin, c'est normal. Je pense que c'est des parents qui s'inquiètent et tout. Je les blâme pas du tout pour ça. Mais juste, c'est vrai que je jouais jamais à ce genre de jeu. Je jouais que à Pokémon parce que j'étais en mode ça c'est chill, ça c'est ok, c'est accepté par papa et maman. Et j'étais vachement, vous voyez, un peu ce besoin d'enfant modèle alors que c'est pas une crise, vous voyez, d'adolescence ou de rebelle, mais c'est vrai que maintenant, comme j'ai beaucoup plus confiance en moi, comme j'ai beaucoup plus développé une sphère, vous voyez, personnelle, c'est vrai que maintenant, quand il y a des trucs qui me vont pas, je vais pas avoir peur de le dire. Moi, j'ai grandi dans une famille très sportive et en grandissant, je l'étais pas. J'étais quelqu'un de plutôt artiste, enfin pas artiste, genre j'étais pas un artiste, mais j'aimais en tout cas l'art et j'étais un art enthusiast, comme on dit, enthousiasmé par l'art. J'étais le seul de ma famille et maintenant, ça reste mon truc quoi. Et je suis et même politiquement, je sais que j'ai des opinions qui sont très différentes de ma famille, mais j'ai pas peur d'être qui je suis. Enfin, j'ai plus peur. Et ça, c'est vraiment cool. Sauf qu'en fait, la chose qu'il y a à comprendre derrière le people pleasing et ce fait justement de toujours se suradapter et de plaire, c'est que d'une part, on ne le fait pas par pure gentillesse, on fait ça par peur. Vous voyez, c'est motivé par la peur de décevoir, la peur d'être abandonné, la peur d'être mal vu. Et la peur, vous voyez, d'être moins aimé, parce que si on était nous-mêmes, si on mettait nos besoins en priorité, on allait être moins aimé. Sauf que là encore, vous voyez, et c'est ça la partie que je vais développer après, c'est cette question de faut-il être altruiste ou faut-il être égoïste? Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, on m'a plusieurs fois reproché d'être égoïste, mais moi, je suis quelqu'un qui met énormément de valeur justement dans l'égoïsme. Pas dans l'égoïsme pur, c'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas, vous voyez, cracher sur son prochain, penser qu'à soi, être égoïste, être capitaliste, vous voyez, vraiment penser qu'à soi. Mais c'est que pour moi, c'est important de se mettre en priorité et je le fais parce que j'ai vraiment cette conviction que si je ne me mets pas en priorité, personne d'autre ne le fera. Vous voyez, si je ne suis pas en train de me battre pour mes rêves, mais qui va le faire à ma place? Qui est-ce qui va se lever pour aller au sport? Qui est-ce qui va se lever pour aller filmer un podcast? Qui est-ce qui va se lever pour aller travailler 39 heures par semaine? C'est moi. Et si
j'ai envie de me mettre en priorité, bah, c'est important que je le fasse. Et ça s'oppose vraiment à ce fait d'avoir grandi en étant un people pleaser, parce que j'ai fait des études, je veux dire, je les ai adorées mes études, mais je pense que je les aurais pas fait si j'avais été plus libre. Je les aurais pas fait si j'avais pas eu ce comportement de people pleaser aussi marqué, parce que j'avais vraiment ce besoin de rassurer mes parents, ce sentiment de me dire, il faut que je leur montre que voilà, c'est bon, j'ai assuré les diplômes. Et ce qui est bien, c'est que une fois que j'ai fait ça, donc c'est quand même récent, hein, vous voyez, je suis diplômé depuis genre 2-3 ans, et ben ça m'a libéré. J'étais en mode, ok, vas-y, maintenant c'est bon, à partir de maintenant, on vit pour soi. Et ça fait vraiment, bah vous voyez, 2-3 ans que je vis pour moi. Et c'est à la fois un peu triste de se dire ça, mais c'est à la fois, quand même, ça reste une victoire. Et il faut célébrer ces victoires, même si elle n'est pas énorme. C'est quand même chouette. Mais aujourd'hui encore, même en tant qu'adulte, enfin j'ai 25 ans, je sais pas si c'est vraiment pertinent de dire que je suis adulte, j'ai encore du mal à poser mes limites. Il y a énormément de choses que j'ai à déconstruire. Mettre mes limites et améliorer ma communication. Mais bon, ça, il y a encore du taf. Mais quand je parle de mettre mes limites, c'est aussi bien mes limites dans le perso que dans la vie amoureuse, dans les amitiés, dans le travail. C'est de mieux en mieux. Et c'est de mieux en mieux parce que j'ai la chance d'avoir d'excellents modèles. Moi, j'ai une grand-mère qui ne se laisse jamais marcher dessus. Et je vous jure que c'est mon modèle. J'ai aussi des meilleurs amis qui vraiment sont des modèles. Ma meilleure amie Jade, que vous avez peut-être vu déjà sur les réseaux, qui fait de l'astrologie, elle m'a tellement aidé à me développer sur plein de choses. Déjà sur ma communication, franchement c'était mal barré, mais elle m'a vraiment grave aidé. Mais c'est quelqu'un qui, elle a conscience de sa propre valeur, elle a conscience de ce qu'elle amène à table, et en fait elle montre vraiment que c'est non négociable. Et j'ai aussi une autre copine, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos TikTok, qui s'appelle Mélina, qui travaille justement dans la psychologie, etc. Et en fait, c'est anecdotique, hein, je vous raconte ça, mais un jour, justement, elle a eu une énorme déception amicale. Une de ses meilleures amies l'a vraiment trahi, mais vraiment, vraiment trahi. Et justement, Mélina, elle a fait le choix de s'adresser, d'aller communiquer avec cette fille et de lui dire, bah en fait, là, ce que tu as fait, c'était un profond manque de respect. T'as vraiment dépassé mes limites, les limites de ce que je peux accepter, etc. Et en fait, je l'admire trop pour ça. En fait, c'est vraiment pas du tout quelqu'un de conflictuel et elle y est pas du tout allée avec une approche conflictuelle. Et c'est ça que j'admire vraiment beaucoup parce que moi, j'ai pas du tout, on va dire, les mêmes motivations. Jade, elle aime trop dire, parce qu'elle forcément, elle fait beaucoup d'astrologie, que je suis bélier. Et c'est vrai, je suis le genre de personne à foncer dans le tas et à pas trop réfléchir avant d'agir. Ensuite, après bon, voilà, j'ai d'autres qualités, je suis pas rancunier, etc. Mais bref. Et j'ai aussi, enfin moi, ma mère m'a toujours dit l'ignorance, il faut ignorer, il faut ignorer. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, au-delà de la fin, en fait, au-delà de la manière, c'est de réfléchir à l'intention. Parce qu'en fait, c'est l'intention qui est presque la chose la plus importante dans comment on mène nos actions. Je vous en ai parlé dans les autres épisodes du podcast. Nos actions sont dirigées par deux énergies, soit l'amour, soit la peur. Quand Mélina a décidé d'aller s'adresser à cette fille, elle l'a pas fait par peur, elle l'a fait par amour de soi. Et ça, justement, le fait de bien agir, le fait de sentir que tu es droit dans tes bottes, même si c'est difficile, parce que ça a dû être dur quand même d'aller s'adresser à cette fille et de lui dire là tu m'as manqué de respect, et ben ce sentiment-là, c'est ce genre d'actions qui font que vous allez aimer qui vous êtes. Parce qu'en fait, vous allez avoir le sentiment d'avoir bien agi et d'être une bonne personne, une personne qui se respecte. Et c'est pour ça que l'intention, elle est vraiment importante. Et justement, quand on est en conflit avec quelqu'un, parfois, si on décide de l'ignorer, eh ben on peut l'ignorer pas par amour de soi, mais par peur. Et ça, c'est aussi une chose dont je vais vous parler justement dans la question entre être altruiste et être égoïste, parce que c'est vraiment notre intention qui change complètement la dimension de nos actions et l'impact qu'on a sur nous-mêmes.
Là où j'ai fait énormément de progrès sur le fait de mettre ses limites, c'est dans le travail. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est parce que je suis passé dans des expériences tellement traumatiques au travail que aujourd'hui, j'ai la capacité de dire non, j'ai la capacité de dire stop. En fait, dans mes 2 premières années de travail, je suis tombé sur des managers, mais qui étaient, je vous jure, il y en a un, le premier. Le premier, j'en fais encore des insomnies, tellement il m'a traumatisé, genre. Et j'en ai, le pire, si je vous dis ça, c'est que j'y ai pensé encore, je pensais encore à lui la nuit dernière. Je vous jure, cet homme m'a traumatisé. Mais à la fois, je veux dire, oui, si c'était à refaire, non, je ne voudrais pas le refaire. Mais je suis content d'avoir retenu la leçon de, aujourd'hui, mon manager actuel, quand il me dit des trucs et que je sens qu'il dépasse les limites, je suis capable de dire, là, c'est trop, là, tu dépasses les limites. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et ça, je trouve que c'est vraiment important, et je vous souhaite pas de passer par des épisodes aussi traumatiques que celui-là, mais en revanche, je vous souhaite vraiment d'avoir la force de vous faire respecter, parce que quand vous le faites, le sentiment de confiance, le sentiment de respect de soi que vous allez obtenir de ces actions-là, il est inestimable. Il est inestimable. Et c'est typiquement ce genre de choses qu'il faut cultiver parce que c'est ça qui nourrit votre amour-propre, mais qui ne nourrit pas votre ego. Je vous ai parlé du fait que beaucoup d'enfants queer et beaucoup de femmes étaient justement des people pleasers parce que c'était comme ça qu'on grandissait. Et c'est vrai que je vous ai donné peut-être un petit peu l'impression que mes parents me forçaient, vous voyez, à être ce people pleaser, mais c'est l'heure de leur rédemption. En fait, le comportement du people pleaser, moi je pense que je l'ai appris de ma mère. Parce que typiquement, ma mère, c'était la people pleaser originelle. Je pense que ça vient aussi du fait qu'elle, elle a grandi dans une famille nombreuse. Elle a grandi. Je sais pas si elle a grandi avec un père émotionnellement absent et une mère instable. Une mère instable, je pense que oui. J'adore ma grand-mère. Éperdument, en plus, je suis son chouchou, donc vraiment, je l'aime de tout mon cœur. C'est d'ailleurs la seule personne à qui je n'ai jamais fait mon coming out. Et ça, faudrait que je vous fasse un épisode là-dessus. Mais c'est un autre sujet. Mais je pense que c'est en partie pour ça que ma mère est une people pleaser. Mais ma mère, ça a été vraiment poussé à l'extrême. Et en fait, c'était tellement extrême que pour moi, son niveau de people pleasing, c'est littéralement de l'abandon de soi. Ma mère, c'est complètement... Ma mère gagne bien sa vie et pourtant, elle ne s'achète jamais rien. Par contre, quand il s'agit d'acheter des trucs pour les autres, mais elle serait prête à tout donner. Mais tout. Et ce truc d'abandon de soi, c'est presque, vous voyez, une sorte de vertu bouddhiste. Mais je pense pas que ce soit nourri nécessairement par les bonnes choses. Vous voyez, je pense qu'en partie, c'est parce que voilà, c'est quelqu'un de généreux, c'est dans sa nature, etc. Mon père aussi est très généreux. Mais je pense aussi que c'est vraiment parce qu'elle ne s'autorise pas à se faire plaisir. Elle ne s'autorise pas justement à s'acheter des trucs, à faire des choses pour elle. Ça a été une mère, mais tellement dévouée. Et je vous jure, quand je pense justement à l'éducation, que j'essaie de me projeter sur l'éducation de mes enfants, j'ai du mal à me dire que je pourrais donner autant qu'elle. Parce que je me dis, mais c'était un abandon de soi tellement immense. Et à la fois, je suis tellement reconnaissant parce que j'ai eu tellement de chance d'avoir une mère comme ça qui donne autant. On a une relation qui est exceptionnelle. Et à la fois, j'ai aussi beaucoup de peine pour elle parce que je me dis, mais ça se trouve, elle est passée à côté de beaucoup de choses. Je sais qu'elle est trop contente de mon frère et moi, qu'elle est hyper fière et tout, et que elle nous aime hyper fort, etc. Mais c'est vrai que moi j'aurais peur à sa place, vous voyez, de poser le bilan et de dire j'ai tout donné, mais qu'est-ce que j'ai donné pour moi? Et en fait, il y a plusieurs choses qui sont justement à flaguer, vous voyez, un peu à identifier dans le people pleasing. C'est que, en fait, quand on se met dans une position de people pleaser où on fait tout pour plaire aux autres,
et qu'on s'abandonne complètement, c'est aussi un petit peu une forme de manipulation. Alors je dis pas que c'est de la manipulation, vous voyez, mauvaise, intentionnelle, malveillante, mais c'est une forme de manipulation parce que on n'est pas soi-même et on fait ça pour plaire aux autres. Donc vous voyez, c'est un petit peu, c'est de la manipulation. C'est certes de la bonne manipulation, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais c'est pas spontané, vous voyez. Et aussi une autre chose qui est un petit peu, vous voyez, à surveiller, c'est que tout le monde n'a pas des bonnes intentions. Et, euh, et que ce soit aussi bien du côté des people pleasers que des personnes qui l'entourent. Et en fait, il y a des personnes qui vont justement énormément apprécier d'être avec des people pleasers parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir en abuser. Ça, je pense que je vous inviterai jamais assez à le faire. Et pas d'une façon, vous voyez, maligne ou mal intentionnée ou malicieuse. C'est faire un bilan de la santé, entre guillemets, un bilan de santé, vous voyez, une sorte d'audit de la santé émotionnelle de vos relations. En fait, on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. C'est important de bien s'entourer. Parce que ça, je vous l'avais déjà dit, vos haters sont certainement bien plus proches de vous que vous ne l'imaginez. Et surtout, c'est important de se poser la question de l'impact que certaines amitiés peuvent avoir sur nous. On a des amitiés, vous voyez, qui sont historiques, c'est des gens avec qui on a grandi, etc. Et en fait, on prend des chemins qui sont très différents, mais des chemins aussi bien professionnels, de vie, etc., qu'émotionnels. Et en fait, parfois, ces personnes-là, elles vont pas évoluer autant que nous, elles vont pas changer autant que nous, elles vont rester en tout cas, voilà, dans des choses qui sont différentes de nous. Ça veut pas forcément dire qu'elles sont moins bien que nous ou meilleures que nous, simplement elles sont différentes, elles ont pris des chemins qui sont différents. Et c'est ces personnes-là qui sont justement sur des vibrations, vous voyez, différentes de nous, des longueurs d'onde différentes, et ben elles ont un impact sur nous. Euh, je vous dis ça parce que moi récemment, je me suis entre guillemets séparé de plusieurs amis parce que je me rendais compte que leur impact sur mon quotidien, et ben il était pas bon du tout. Et, euh, et que j'étais pas bon sur l'heure très certainement. Et en fait, je me disais, c'est des amitiés qui sont toxiques, qui sont pas bonnes. Et ça, vraiment, il faut s'en libérer parce que c'est trop énergivore. Ça consomme vraiment beaucoup trop d'énergie. Et c'est aussi la même chose, enfin, posez-vous la question si typiquement, moi je sais que je suis trop reconnaissant d'être comme ça, mais je suis pas du tout quelqu'un de jaloux. Franchement, je crois jamais été jaloux de personne. Mon père est pareil. Et ça, vraiment, je trouve ça hyper cool. Parce que parfois, vous voyez, dans certaines amitiés, quand on est jaloux de la réussite de l'un ou de l'autre, eh ben, on va avoir des comportements implicites. Vous voyez, on peut avoir des commentaires ou des choses comme ça qui, vous voyez, qui peuvent en fait tirer la personne vers le bas. Je vous dis ça parce que justement, ben, les amis avec qui je ne suis plus ami aujourd'hui, euh, ils étaient un peu jaloux que j'ai un bon travail, que j'ai un copain, des choses comme ça. Et ils me faisaient vachement de remarques sur mon physique ou des choses comme ça pour essayer un petit peu, vous voyez, de me mettre mal à l'aise ou de me déranger. Parce que ben, je réussissais dans certaines sphères où eux n'arrivaient pas à réussir et que eux réussissaient dans des sphères où moi j'arrivais pas à réussir. Et moi je me serais jamais permis justement ben, de me moquer de leur travail ou de me moquer de leurs relations amoureuses, etc. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de, vous voyez, de faire ce bilan de santé. Et c'est un petit peu comme un ménage de printemps, hein. C'est quelque chose qui est à faire, ben, pas tous les ans, mais à faire assez souvent. Parce que au-delà de réfléchir à l'impact que les autres ont sur vous, il faut aussi réfléchir à l'impact que vous avez sur eux. Parce que parfois, on ne se rend pas compte, mais on a nous-mêmes des comportements toxiques. Et en fait, quand on a la tête dans le guidon, quand on est pris dans la relation, on s'en rend pas compte. Et moi, le premier, hein. Et c'est justement pour ça que je vais vous parler dans cette partie-là de la posture et du dilemme que j'ai de être altruiste ou être égoïste. Sachant que euh, être égoïste, étonnamment, c'est un mot qui culturellement tout le monde trouve horrible. Enfin, c'est pour les gens disent mais c'est horrible d'être égoïste, ça veut dire que tu penses qu'à toi, etc. Mais être altruiste, ça veut dire être tourné vers l'autre. Être égoïste, ça veut dire être tourné vers soi. Et je pense sincèrement, corrigez-moi si je me trompe, que c'est important de trouver un équilibre entre les deux. Et on y revient à chaque fois en fait, c'est comme dans tout. Mais vous pouvez pas
être entièrement dévoué aux autres et vous pouvez pas être entièrement dévoué à vous-même. Enfin, c'est malsain. Dans les deux cas, il faut un peu de tout. En fait, l'avantage d'être quelqu'un d'altruiste, d'être quelqu'un qui est tourné vers les autres, c'est que ça aide énormément, vous voyez, à se connecter aux autres, à la relation. Et c'est vrai que l'être humain, purement, est un être social. C'est par les autres et à travers les autres que on se guérit, on se développe, on se construit, on se crée, on se challenge, on avance. On peut pas vivre entièrement seul. Et de toute façon, le cerveau humain, je suis désolé de vous l'admettre, n'est pas fait pour être seul. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense, que l'on souffre autant de nos sociétés modernes, parce que l'illusion d'être toujours connecté, vous voyez, de toujours pouvoir parler aux gens, j'ai l'impression que ça nous déconnecte complètement. Vous voyez, en fait, c'est marrant, le téléphone était censé être fait pour qu'on puisse être tout le temps en contact avec les gens. Et en fait, au final, maintenant, dans les transports en commun, on parle plus. Quand on croise... Enfin, vous voyez, on est tout le temps sur le téléphone, on parle plus aux gens, etc. Moi, je sais, j'ai un énorme problème avec ça, mais dès que je suis dans le train, j'ai trop envie de parler avec les gens. Et je sais que je fais chier tout le monde. Mais j'aime trop rencontrer quelqu'un et qui me dise «Ah, moi je fais ça dans la vie, ah d'accord et tout». Vous voyez, des passions et tout. J'aime trop faire ça. Je suis insupportable. Mais dans l'avion, dans le train, dans le bus quand même pas. Parce que vous voyez, le bus, c'est un trajet qui est trop court pour qu'on puisse vraiment avoir une conversation. Mais j'aime trop rencontrer les gens. Et c'est aussi parce que, ça fait partie de mon travail. C'est une qualité que j'ai besoin d'avoir dans mon travail. Et du coup, voilà, j'ai besoin de savoir facilement créer du lien. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, que j'aime faire depuis tout petit. Mais vous voyez, le fait d'être altruiste et d'être avec les autres, c'est aussi bien, comme je vous le disais, pour créer son amour-propre, parce que, je vous jure, quand ça va pas, vous sortez de chez vous sans votre téléphone, vous allez croiser des gens dans la rue, vous leur souriez, vous leur parlez un peu, vous allez sortir de ces interactions en étant tellement heureux, en ayant une nouvelle énergie. Enfin, c'est ultra galvanisant que de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Quand vous aidez quelqu'un, vous vous sentez tellement utile. Ce sentiment d'utilité, ce sentiment d'avoir aidé, d'avoir bien agi, ça nourrit votre amour-propre. Ça nourrit justement votre confiance en vous. Et c'est ça, le fait de s'aimer soi, d'aimer sa personnalité, c'est quelque chose que vous devez avoir parce que vous allez vivre avec vous-même jusqu'à la fin de vos jours. Et donc si vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'allez pas supporter d'être un seul moment, vous voyez, seul. Et c'est aussi pour ça qu'on passe, je pense, autant de temps à être connecté, à être, vous voyez, surnourri par les réseaux sociaux, l'information de toutes ces formes, etc., ou le divertissement, parce qu'on ne prend plus le temps d'être face à soi-même. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc, moi, je vous jure, ça me manque trop. J'aimais tellement, mais tellement les études pour ça, c'est qu'il y a des moments où tu te fais tellement chier que tu es face à toi-même, genre. Et ces moments-là d'introspection de waouh, ok, donc je suis cette personne, c'est ça que je suis, c'est ça que je fais, c'est là que je vais. Ces moments-là, ils sont hyper précieux parce que c'est dans ces moments-là qu'on se découvre nous-mêmes. Et en fait, quand on est constamment dans le bruit, on ne sait pas qui on est. On ne peut pas savoir qui on est. Vous voyez, il y a un peu cette métaphore de quand l'eau bout, on ne voit pas le fond de la casserole. Et c'est pour ça que c'est important de prendre des moments où l'eau est calme pour pouvoir regarder dans le fond du lac. Après, la posture d'altruiste, quand elle est poussée à l'extrême, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une forme d'oubli de soi. Et ça, c'est important de ne pas s'oublier soi. Parce que personne ne sera là pour vous pousser à être le meilleur de vous-même. Personne ne sera là pour vous amener à vos objectifs. Et c'est aussi hyper important, justement, de se mettre en priorité, parce que c'est quand on se met en priorité qu'on va débloquer du temps, de l'espace mental pour pouvoir aider les autres. Enfin, je sais pas vous, mais moi par exemple, donc j'ai mon travail et à côté je fais donc les réseaux plus le podcast, j'écris aussi mon roman. C'est quand même des activités qui prennent beaucoup de temps. Et en fait, parfois j'ai souvent ce dilemme d'être en mode ok, là faut absolument que j'enregistre une vidéo. Mais à la fois, je sais que j'ai aussi envie de voir mes amis et que mes amis ont besoin de passer du temps avec moi. Là, typiquement, c'est l'anniversaire d'une de mes meilleures potes, demain. Je sais que je poste les podcasts, genre tous les week-ends,
un par week-end, et que généralement je le poste le dimanche parce que je filme le samedi et je fais le montage dans la journée du samedi. Et en fait là, ben, j'ai dû anticiper. Et je me suis dit, il va falloir que je m'organise différemment parce que samedi soir on sort, dimanche je vais être fatigué, dimanche midi on a un pique-nique. Donc vous voyez, c'est des choses qui se préparent, etc. Et, et je sais que, ben, typiquement, ce matin, je devais voir des potes, on devait aller faire une rando. Ben, ça a été difficile, mais j'ai dû choisir entre la position d'altruiste et la position d'égoïste, parce que si j'avais décidé d'être altruiste, j'aurais choisi d'aller avec mes potes et, vous voyez, de passer du temps avec eux, de leur faire plaisir. Ça, bien évidemment, c'est mes amis, je les aime plus que tout au monde et j'aurais passé du bon temps moi aussi, mais ça aurait été mettre de côté ben, mon travail et surtout je sais que j'aurais pas eu l'espace mental complet disponible pour eux parce que j'aurais eu à l'arrière de ma tête ce truc de faut que je fasse le podcast, faut que je fasse le montage, etc. Après, c'est moi aussi qui me met la pression de faire un podcast, de faire un épisode long, de faire ça toutes les semaines. C'est une charge de travail en plus, mais c'est mon rêve et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, qui nourrit mon amour de moi, qui nourrit mon ego aussi. Mais c'est important pour moi de le faire et du coup, ben, je leur ai dit, et c'est aussi pour ça que j'essaie d'améliorer ma communication. Je leur ai dit, bah écoutez, les filles, euh, j'ai pas tourné l'épisode du podcast. Est-ce qu'on peut décaler? On se dit qu'on fait ça un peu plus tard. Comme ça me laisse le temps de tourner. Je sais que je ferai mon montage dans le train. Enfin, vous voyez, de réorganiser au possible et d'être assez transparent sur ben, sa posture. Parce que voilà, c'est important, comme je vous le disais, de mettre ses limites, de se respecter, d'exprimer ses besoins. Et donc c'est pour ça que c'est assez important aussi d'être assez assertif. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous voyez l'assertivité, enfin le fait d'être clair, net et précis dans nos limites, parce que ça nous permet justement de nous respecter nous-mêmes, mais aussi de respecter les autres. Et ça, c'est quelque chose qui, vous voyez, varie dans le temps. Il n'y a pas besoin de ce dilemme justement de la posture de l'altruiste et de l'égoïste. Elle a pas besoin d'être figée dans le marbre. Et ça, c'est justement une des plus belles, je trouve, leçons du bouddhisme, c'est que tout est impermanent. Rien n'est stable, rien n'est figé dans le marbre. Et en fait, il faut comprendre que eh ben, s'il y a des périodes où vous vous mettez en priorité, prenez conscience que voilà, pendant cette période, on travaille sur soi, mais qu'ensuite, il va falloir retrouver un équilibre où on se donne aux autres, etc. Et quand on se donne trop aux autres, il faut ensuite se rééquilibrer. En fait, il faut toujours essayer de naviguer, vous voyez, pour trouver cet équilibre de longueur d'onde entre les autres et nous. Une des leçons en fait que j'ai tirées justement de ces recherches autour du people pleasing, c'est que tu peux pas te réveiller demain et dire j'arrête. Parce qu'en fait ça marche pas. Parce qu'en fait si tu te réveilles demain et que tu dis j'arrête de people pleasing, je ne pense qu'à moi, tu bascules complètement justement dans cette posture d'égoïste et ça c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça va te couper des autres, ça va te couper de tes relations, ça va t'empêcher de grandir, de te construire, etc. de plein de choses. Et en plus de ça, quand tu ne te concentres que sur toi, eh ben, je sais pas vous, mais j'ai le sentiment que ta vie, elle perd un petit peu de son sens aussi. Je pense qu'une des premières choses à faire, et ça, je pense que je le recommande à tout le monde, éternellement, pour tout et dans toutes les situations, apprenons, réapprenons même, à faire une pause, à juste s'arrêter 2 minutes, à ne pas répondre, à prendre le temps, vous voyez, de réfléchir, à créer en fait cette marge entre l'impulsion, vous voyez, et l'action. Ça peut être dans le cadre du people pleasing, vous voyez, avant de dire oui, avant de dire ok c'est bon on fait ça, prendre le temps de réfléchir. Parce que après, ça, c'est aussi un sujet que j'ai vu pas mal sur TikTok. Et c'est vrai que ça m'a fait trop plaisir quand j'ai vu ces vidéos-là. C'est Ewen. Je sais pas si vous voyez ceux qui ont TikTok.
Ewen, c'est un mec qui fait des vidéos humoristiques. Il y a un moment, il a fait une vidéo où il disait, mais en fait, c'est plus possible les amis qui pètent un câble quand tu annules. Et ben, pour être honnête, je suis trop d'accord. Et alors, attendez, je sais que certains d'entre vous vont penser que c'est pas bien, que c'est hyper égoïste, etc. Et que, ben ouais, c'est égoïste. Enfin, que c'est vraiment pas bien. Mais je sais pas vous, mais moi, par exemple, si j'organise quelque chose avec un ami et que cet ami annule, ben je sais que je vais pas mal le prendre. Et ça, je sais que je devais vous en parler dans le podcast et j'ai oublié de vous le dire. Mais c'est vrai que quand on est un people pleaser, quand on a justement cette tendance à beaucoup donner, on a aussi parfois tendance à attendre la même chose en retour. Sauf qu'en fait, malheureusement, les relations ne fonctionnent pas comme ça. Alors j'aimerais, vous voyez, que ce soit une sorte de bon compromis dans les relations, que ce soit toujours une sorte d'échange implicite, etc. On a souvent ce sentiment-là que si on donne, on doit recevoir, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement ou heureusement, enfin je veux dire, il n'y avait pas vraiment de jugement de valeur là-dessus, mais c'est la même chose, vous voyez, dans ce cadre-là, quand on décide justement d'annuler, moi je sais que si quelqu'un annulait, ça ne me ferait pas de peine. Enfin, je serais en mode, ben c'est pas grave, on se verra une autre fois, etc. Mais je sais que j'ai des amis autour de moi qui vraiment le prennent très mal, qui le prennent très très mal, etc. Et justement, Ewen dans sa vidéo, il disait que c'est pas ok et que c'est pas une posture d'ami. Et je pense que sa vidéo, elle est hyper bien intentionnée, etc. Là encore, je pense que la question, c'est une question d'équilibre, comme d'habitude. De toute façon, je pense qu'on va y revenir à chaque fois qu'on parle d'un sujet. Vous voyez, il y a cet équilibre entre la personne qui s'énerve parce que son ami a annulé, elle ne pense qu'à elle. Et c'est vrai, parce qu'elle est déçue de ne pas passer de temps avec l'autre, et du coup c'est ça qui la rend triste, c'est ça qui la rend en colère, et c'est pour ça qu'elle pète un câble sur la personne sans penser que ben, ça rajoute de la pression à la personne, et que potentiellement ben, la personne, elle n'a pas envie de sortir parce qu'elle n'est pas bien, elle n'a pas envie de sortir pour plein de raisons, vous voyez. Et et c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec lui que c'est ok d'annuler. Vraiment. Mais même à la dernière minute. Enfin, non, à la dernière minute, non. À partir du moment où t'es sorti de chez toi, ça, t'as pas le droit d'annuler. Là, t'as pas le droit d'annuler. Mais t'annules la veille et tout. C'est bon, les gens, ils ont le temps de se réadapter. Et justement, je vous invite, si quelqu'un vous fait un plan dans les semaines à venir, à prendre ce moment pour faire une pause. À prendre ce moment, justement, pour faire de l'introspection, pour méditer, ou même encore mieux, non, parce que les deux sont déjà super bien, mais ça peut être bien aussi, si vous avez du mal à méditer, ou si vous n'aimez pas l'introspection, à prendre du temps à faire quelque chose pour vous. Genre faites-vous kiffer. Je sais pas, vous avez envie de regarder un dessin animé et de manger de la glace. Vous avez envie d'aller faire une promenade. Vous avez envie d'aller au ciné tout seul. Prenez cette annulation et changez la narrative. Genre, changez ce truc de ok, on m'a lâché. Non, non. En fait, on m'a permis de prendre du temps pour moi. On m'a permis de m'aimer. Et en fait, ça aussi, ça rentre dans les choses qui sont importantes à faire justement pour développer son amour-propre. C'est prendre du temps pour soi, faire des choses pour soi. Euh, Ça, j'étais pas sûr de vous en parler dans le podcast. Je voulais de toute façon potentiellement vous en parler en vidéo. Mais une des autres choses qui est importante, c'est quand on essaie de créer un amour-propre, par exemple, lié à son physique. Là, on va re-rentrer dans une minute psychanalyse, on va re-rentrer en séance de psy. Donc je vais m'allonger, vous allez m'écouter et vous allez me faire une petite psychanalyse, parce que j'ai besoin de ça. En fait, en grandissant, moi j'ai énormément souffert de mon physique. J'avais les kilos émotionnels du fait d'être dans le placard. Quand j'ai fait mon coming out, j'ai perdu 10 kilos. C'est des kilos ensuite que j'ai repris en études sup. Enfin, vous voyez, mon poids, en gros, mon poids, ça a toujours été le sujet au cœur de ma névrose, on va dire. C'est quelque chose que j'ai hérité de ma maman, qui a été anorexique, qui était en surpoids et tout, enfant, etc. Je vous balance ces bails comme ça, mais je suis sûr qu'elle serait ok. Et en fait, pour construire un vrai
amour-propre lié à son physique, j'ai le sentiment qu'il faut se détacher de l'esthétique et se concentrer sur la capacité. Dans ce que j'entends par la capacité, en fait, c'est qu'il faut arrêter d'aimer son physique parce que on voit ses abdos ou parce que je sais pas, on a la taille fine ou des choses comme ça, ou on a un trou entre les cuisses, enfin un écart dans les cuisses et tout. Je vous dis ça, hein. Franchement, vous allez sûrement vous dire, ce mec est un énorme hypocrite. Et vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire, donc ne me jugez pas. Je vous en parle aujourd'hui, mais c'est autant pour vous, c'est beaucoup plus pour moi. En fait, j'ai vraiment besoin de reconstruire un amour propre physique lié à ma capacité et non à l'esthétique de mon corps. Parce que aimer son physique pour ce qu'il est capable de faire, c'est beaucoup mieux que l'aimer pour ce qu'il est perçu, pour ce qu'il est. Point. Et là où je veux en venir dans capacité physique, c'est-à-dire que, moi, aujourd'hui, mon corps, il me permet de nager des kilomètres, de courir, de porter mes courses sur 4 étages, de faire des randonnées, de faire plein de choses, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il faut aimer. Parce que, à la fois, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que je vous disais sur le fait des hommes gays, par exemple, qui aiment leur physique et ensuite, quand leur physique s'évapore, ils perdent leur amour de soi. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous aimez votre corps pour ce qu'il est capable de faire, vous allez nourrir un amour-propre beaucoup plus sain parce que vous allez mettre de la valeur dans l'activité, dans la capacité, et du coup, vous allez nourrir cette culture-là que vous allez avoir toute votre vie. Et c'est pour ça qu'ensuite, en vieillissant, vous allez donner de la valeur au fait de pouvoir porter vos courses, de pouvoir marcher, de pouvoir nager. Et c'est ces choses-là qui vont vous garder en bonne santé. Et c'est le fait de pratiquer ça, vous voyez, de manière récurrente, de manière presque quotidienne, qui font que vous allez pouvoir continuer à le faire. L'expression « pierre qui roule n'amasse pas mousse », je vous jure, quand j'étais enfant, je la trouvais, elle sonnait trop loufoque. J'aimais pas du tout la façon dont elle sonnait. Mais par contre, elle est beaucoup trop lourde de sens. Une pierre qui roule n'amasse pas de mousse. En fait, c'est en restant dans le mouvement, un esprit sain dans un corps sain, c'est le mouvement. C'est quand on reste en mouvement. Et il faut aimer la capacité plutôt que la fin, l'esthétique du corps. Quand vous allez justement aimer votre corps pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est capable, vous allez créer une meilleure relation avec lui, et c'est aussi à ce moment-là que vous allez avoir une bien meilleure entente avec lui. Et en fait, c'est hyper important de bien s'entendre avec son corps, parce que notre corps nous envoie des messages constamment. Un mal de tête, le fait de se sentir pas bien, mal au ventre, être stressé, perdre ses cheveux, le brouillard mental. En fait, toutes ces choses-là, c'est des indicateurs, sauf qu'en fait, quand on est dans le bruit, quand on est dans le divertissement, quand on est dans le quotidien, vous voyez, quand on est dans la machine, quand on est dans la matrix, on perd cette connexion au corps, alors que je suis sûr qu'il y a des moments où, par exemple, vos amis ou votre travail vous propose un truc, on vous propose une sortie ou on vous propose une mission en plus, et vous allez tout de suite dire oui, parce que vous êtes un people pleaser comme moi. Et en fait, vous allez instantanément dans votre corps vous dire merde, et vous sentez, vous voyez, à l'intérieur que ça se resserre, vous voyez, vous sentez que c'est pas bien. Aimer votre corps vous permet de réapprendre à l'écouter, et ça va dans les deux sens, parce que c'est vertueux. Quand vous êtes capable d'écouter votre corps, vous allez l'aimer, et quand vous aimez votre corps, vous allez être capable de l'écouter. Et ça, c'est un cercle vertueux. Et les cercles vertueux, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut les préserver, il faut les nourrir, il faut les chérir. Une chose aussi qui est hyper importante dans le développement de son amour-propre pour se libérer du people-pleasing, c'est d'accepter, de tolérer la déception. Alors ça, c'est un sujet, moi je vous jure, c'est trop dur pour moi. Donc c'est comme je vous disais un peu plus tôt, quand je disais que j'attendais toujours la dernière minute pour annoncer les mauvaises nouvelles, pour décevoir. Récemment, je parlais avec ma cousine
Ma cousine, je vous en ai déjà parlé, elle est hyper spirituelle, c'est mon modèle, je l'aime plus que tout. Je dis ça pour plein de gens. Non, en vrai, j'aime pas tout le monde plus que tout. Il y a deux personnes que j'aime plus que tout au monde. C'est ma mère, ma cousine, et ensuite certains de mes amis, etc., que j'aime vraiment beaucoup. Ma mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Pourquoi je vous parle de ça? Je suis en train de déraper. On retourne au sujet. Ma cousine me dit, toi, t'as vraiment un problème avec à être le méchant de l'histoire. Et instantanément, je lui ai dit, mais pas du tout, parce que j'en avais déjà parlé avec ma meilleure pote, Jade. Je vous en ai parlé plus tôt, donc vous avez intérêt de retenir les prénoms. Jade, justement, m'avait déjà dit, ah bah moi, je suis hyper admiratif de toi parce que t'as pas peur d'être la méchante de l'histoire. Euh, parce que bah, c'est vrai que Jade, on s'est connus parce que on était dans un groupe de potes en commun, on va dire. Pour vous faire l'histoire courte, je pourrais vous raconter l'histoire complète si jamais ça vous intéresse. C'est une histoire très croustillante, mais peu importe. On était dans un groupe en commun. Aujourd'hui, je suis plus pote avec... Enfin, je suis pote avec 3 personnes. Enfin, plus que 3 personnes de ce groupe de potes. On était 18. Et je suis le méchant de l'histoire dans beaucoup de ces relations-là. Parce que, ben justement, j'ai mis mes limites. Et en fait, c'était quand j'étais en études sup. Ça a énormément impacté ma santé mentale, ce groupe-là. Et d'ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, je suis plus du tout capable d'être dans des grands groupes. Et dans des grands groupes où ben, je suis pas ami avec tout le monde. Parce que le fait de fréquenter des gens que je considère comme des adjuvants, non pas des adjuvants, comme des antagonistes, c'est pas possible pour moi. En fait, il y avait des personnes de ce groupe avec qui je ne m'entendais pas, et de fréquenter quotidiennement des personnes avec qui je ne m'entends pas, ça m'a pourri la vie. Mais je vous jure, pourri la vie. Mais ça m'a pourri la santé mentale. C'était horrible. J'ai pas fait... Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, le confinement a été un exutoire. Ça a été une échappatoire, mais de dingue. Parce que j'étais vraiment très très bas en termes de santé mentale en deuxième année d'études sup. Et en fait, quand il y a eu le confinement, je me suis retrouvé dans une période de pause, dans une période où justement, eh ben, j'ai eu le temps d'écouter mon malaise corporel, le temps de faire de l'introspection, le temps de prendre soin de moi, de me poser les bonnes questions. Et en fait, quand je suis rentré à l'école après justement cette phase d'isolement, cette phase de ressources, vous voyez, je me suis sorti du collectif pour me retrouver face à moi-même. Et ça, j'en parlais avec Elisa Ben Slimane, qui est autrice d'un roman de développement personnel que vous devez absolument lire et qui est une femme géniale. Et il faut absolument que vous la suiviez sur les réseaux sociaux. Toutes ses vidéos sont hyper pertinentes. Justement, on en parlait et tout, et elle me disait, on a souvent ce besoin de sortir du collectif pour pouvoir y revenir. Et c'est elle, justement, qui me parle toujours de cette notion d'équilibre. Et à juste titre, quand je suis revenu dans le collectif, eh ben, je suis arrivé avec cette énergie de eh ben, ça, aujourd'hui, ne respecte plus ma santé mentale, je suis ma priorité et je ne veux plus de vous dans ma vie. Et en fait, malheureusement, donc, dans ce groupe de potes, ceux que je considérais comme les antagonistes, ben, ils en avaient rien à foutre que je sois plus là, et tant mieux. Mais c'est vrai que ceux avec qui, eh ben, ceux, bah, par exemple, qui étaient, on va dire, les tampons, c'est-à-dire ceux qui étaient, vous voyez, ni les protagonistes, ni les antagonistes, vous voyez, qui étaient un petit peu en orbite dans le groupe, bah, ils ont été profondément dérangés par le fait que je sorte complètement du groupe. Ça a été très mal vu. Et ceux avec qui j'étais ami, eh ben, il y en a certains avec qui ben, je ne suis plus ami, et il y en a certains avec qui je suis toujours ami. Et justement, Jade, à juste titre, me disait, ça se voit que ça te dérange pas d'être le méchant. Et c'était un petit peu, vous voyez, comme l'histoire de Mélina que je vous racontais au début. Ben, j'ai le sentiment d'avoir bien agi. Parce que j'ai agi pour moi, j'ai agi pour me respecter. Et c'est aussi pour ça que ça ne me dérangeait pas d'être le méchant de l'histoire. Et je sais aussi qu'il y a des moments de ma vie où j'ai été le méchant de l'histoire à proprement parler. Et ça, par contre, c'est vrai que j'ai du mal. Et c'est exactement ce que me disait ma cousine. Et c'est parce que ma cousine, elle est trop forte. Elle pointe toujours, de toute façon, je pense qu'elle a la vérité absolue, je vous jure, c'est une dinguerie. Elle pointe toujours du doigt là où ça fait mal. Et elle me disait, je sais que tu as du mal à être le méchant de l'histoire quand c'est vrai, enfin, quand t'es conscient que t'es vraiment le méchant de l'histoire. Et parce que, bah, il y a des moments où je le suis, c'est vrai. Il y a des moments où je suis le méchant de l'histoire et je l'ai déjà été. J'essaie de ne plus l'être, mais ça arrive.
Mais c'est pour ça que accepter, tolérer la déception, c'est vraiment aussi important de cultiver ça parce que on ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Et c'est se transformer soi-même, c'est s'abandonner soi-même que de croire que vous pouvez plaire à tout le monde tout le temps et vous sacrifier pour eux. Le moment de pause que vous pouvez prendre, le moment de justement d'introspection, c'est aussi un moment qui peut être utile pour se poser les questions sur vos attentes, en fait. Euh, Vous voyez, je vous disais que c'était important de faire le bilan de vos relations, de voir à quoi est-ce qu'elles vous servaient et comment vous serviez aux autres. Cette approche-là, elle peut paraître, vous voyez, un petit peu capitaliste, donner l'impression que l'amitié est forcément un échange qui doit être bénéfique, qui doit nous apporter quelque chose. Là, il y a deux choses. Pour moi, il y a à la fois l'économie de la connaissance, je vous le dis maintenant parce que sinon je sais que je vais oublier de vous en parler, et il y a aussi, bah voilà, j'ai déjà oublié. Et il y a aussi le besoin, vous voyez, d'être transparent, d'être en pleine conscience, vous voyez, d'être lucide sur vos relations. Alors, je vous parle déjà de l'économie de la connaissance, dans un premier temps, et ensuite je vous parle de la lucidité. Dans l'économie de la connaissance, typiquement, c'est Idriss Aberkan qui en parle dans un de ses TED Talks que je vous invite à regarder sur YouTube, qui est passionnant sur le biomimétisme. C'est complètement hors sujet par rapport à ce qu'on parle là. Le biomimétisme, c'est le fait de s'inspirer de la nature et notamment du vivant pour créer de l'innovation. Moi, c'est mon domaine d'expertise, c'est là-dedans que je travaille, donc c'est pour ça que je suis passionné. Mais bref, l'économie de la connaissance, vous voyez, aujourd'hui, nous, on est dans une économie capitaliste. Si je vous donne de l'argent, je n'en ai plus. Si je prends une pomme, je la coupe en deux, je n'en aurai que la moitié et vous aurez de l'autre moitié. L'économie de la connaissance, elle fonctionne d'une manière complètement différente puisque j'ai de la connaissance, je vous la donne, vous avez aussi la connaissance, mais je ne l'ai pas perdue moi. Donc, vous voyez, c'est une économie presque de multiplication. Vous me donnez de la connaissance, vous n'en perdez pas, on en gagne tous. Collectivement, l'économie de la connaissance, c'est une économie, à la différence de l'économie capitaliste, qui est, entre guillemets, éternelle. Vous voyez? Parce que c'est ça vous voyez, Greta Thunberg, elle est toujours en train de critiquer cette idée qu'on a l'illusion de la croissance éternelle. Et elle a complètement raison. Dans un monde capitaliste, la croissance éternelle ne peut pas exister. Parce que nous existons dans un monde où les ressources sont limitées, où rien ne se perd, tout se transforme, et que nécessairement, on ne peut pas continuer à toujours, vous voyez, à avoir plus. Là où la connaissance, eh ben, on peut toujours en avoir plus. C'est d'ailleurs la Corée du Sud qui a un ministère de l'économie de la connaissance. Si je dis pas de bêtises, la Corée du Sud exporte beaucoup plus que la Russie, sachant que son territoire est un micro morceau de la Russie. Enfin, vous voyez, la Corée du Sud, c'est une cacahuète par rapport à la Russie. Et bien ça, c'est parce que eux, ils ont un ministère de l'économie de la connaissance qui sont hyper calés justement dans toutes les nouvelles technologies. Ils sont hyper avancés. Et ça, c'est parce qu'ils l'ont compris. Et j'en reviens justement au sujet de l'amitié. L'amitié, moi je vois ça un petit peu comme une économie de la connaissance parce que quand on est avec les autres, on apprend. Et quand on apprend, vous voyez, on se construit, on se guérit. C'est vraiment ça qui est bénéfique dans l'amitié et dans le fait d'avoir des relations avec l'autre parce qu'on cultive tellement de choses grâce à ça et ça n'a pas de limite. Maintenant, là où mon approche de vous dire faites le bilan de vos amitiés, là où ça peut paraître, vous voyez, un petit peu capitaliste, c'est que il faut pas croire que les amitiés sont bonnes que si elles vous apportent quelque chose. Enfin, pas les amitiés, les relations. Il faut pas croire que les relations sont bonnes il ne faut pas croire que il ne faut pas croire que les relations sont bonnes si et seulement si elles vous apportent quelque chose. Parce qu'en fait, là où on se trompe, c'est que par exemple, parfois on a des relations où on a le sentiment de donner plus que l'on reçoit. Ça peut être avec un parent, avec un ami, mais là où c'est important d'être lucide, c'est dans votre posture, dans votre intention.
Si par exemple vous êtes ami avec quelqu'un et que vous avez le sentiment qu'il vous propose jamais de vous voir, il vous donne pas trop l'heure, etc. Si ça impacte vraiment votre santé mentale, que ça vous fait vraiment du mal, eh ben oui, dans ce cas-là, il faut couper les ponts. Il faut être, enfin pas couper les ponts, mais il faut être transparent avec cette personne, lui dire, bah écoute, voilà, moi je te propose souvent, toi non. Euh, Dis-moi ce que tu en penses, enfin qu'on en parle et qu'on voit si on peut trouver des solutions. Mais si ça vous dérange pas d'avoir cette posture de caregiver, vous voyez, de donneur, de people pleaser, eh ben soit, parce que en fait, vous seriez, enfin, votre intention est d'être une bonne personne pour cette personne, d'être un bon ami, d'être un bon parent, d'être un bon, vous voyez, un bon enfant. Si votre intention vous plaît, si votre intention nourrit votre amour-propre, nourrit votre confiance en vous, elle est bonne. Même si cette relation, entre guillemets, ne vous apporte rien. Elle ne vous apporte rien à proprement parler, l'autre ne vous apporte rien, mais vous vous nourrissez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important de continuer à le préserver, parce que ça reste une bonne chose. Et ensuite, ben, ça c'est un exercice qui est assez difficile, je pense pour beaucoup. Moi, c'est un exercice que j'ai la chance de pouvoir faire grâce aux vidéos et aux podcasts, au TikTok, etc. C'est de nommer les choses à voix haute. En fait, de prendre conscience, c'est une chose, mais ensuite de l'exprimer à voix haute de manière intelligible, de manière, vous voyez, vous l'avez mis dans l'univers, et ben après, c'est comme si c'était, vous voyez, enfin, matérialisé. Vous l'avez mis dans l'univers, vous l'avez matérialisé, et à partir de là, eh ben, ça prend beaucoup plus de sens pour votre cerveau. Vous allez d'une certaine manière rendre visible quelque chose qui ne l'est pas. Je réalise que ça arrive peut-être un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais quand j'ai pitché un peu cet épisode de podcast, je vous avais dit que j'allais aussi parler plus ou moins du militantisme, pas de manière active en tout cas, mais autour de cette question de faut-il être altruiste ou faut-il être égoïste. Et en fait, je vous parle d'un exemple assez récent où justement je me suis posé la question de là, est-ce que je dois être altruiste ou est-ce que je dois être égoïste? Donc pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez peut-être vu passer, en fait, en scrollant sur TikTok l'autre soir, je tombe sur un TikTok hyper homophobe, un TikTok d'une personne qui justement filmait un de ses amis et disait qu'il était gay, qu'il était homosexuel pour se moquer de lui. Et en fait, quand j'ai vu ce TikTok, je me suis retrouvé face à un choix. J'avais le choix d'être égoïste, de protéger ma paix, de protéger mon énergie et de me dire je ne fais rien, je continue à scroller, de toute façon la lumière ne combat pas l'ombre, il y aura toujours des homophobes et ça m'évite justement d'impacter mon énergie, de me fatiguer pour rien. Et à la fois je me suis dit mais non, parce que là, justement, je me mettais dans une position égoïste et mon intention d'ignorer, c'était pas la bonne. C'était ignorer pour éviter le conflit, ignorer pour ne pas, vous voyez, c'était se désengager d'une posture où je voulais rendre le monde meilleur. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, alors je me suis très mal pris, mais très très mal pris. Non, pas très très mal pris. Je me suis mal pris. Je me suis mal pris, mais je me suis repris. Je me suis mal pris dans la forme, c'est-à-dire que j'ai tout de suite fait une vidéo réac où j'ai un petit peu call out cette personne en disant mais ce qu'elle fait c'est bête, c'est grave. J'ai rappelé que justement l'homophobie en France est un délit. Si vous ne le savez pas, être homophobe, être raciste en France, c'est un délit. Vous pouvez avoir une amende pour ça, vous pouvez aller au tribunal, enfin peut-être pas au tribunal, mais en tout cas vous pouvez être poursuivi en justice pour ça. Vous pouvez avoir un procès, ça peut vous coûter cher, mais au-delà de vous coûter cher d'une manière juridique, ça peut vous coûter cher parce que, et c'est ce que j'ai dit à cette personne, si on envoie ce TikTok homophobe à votre lieu de travail, à votre école, à vos parents, ça peut vous faire perdre votre job, ça peut vous faire perdre plein de choses. Et j'ai aussi rappelé que utiliser justement, mais ça c'est vraiment pas le sujet du TikTok, du podcast, donc je sais pas s'il faut que j'en parle, mais utiliser l'homosexualité comme un levier d'humiliation,
c'est horrible parce que ça va avoir un impact sur plein de gens. Déjà, ça a un impact sur la personne qui est ciblée, parce que elle peut se faire moquer, elle peut se faire battre par ses parents, foutre à la porte, enfin il peut lui arriver plein de choses. Enfin, dans le pire des scénarios, il peut lui arriver plein de choses. Aujourd'hui, on est en France, ça arrive dans un autre pays, enfin ça peut être la peine de mort, ça peut être la prison. J'exagère bien sûr, il s'est rien passé dans ce cas-là, et tant mieux. Mais il faut que ça serve d'exemple, vous voyez. Et là aussi où je me suis dit, je ne peux pas prendre une posture égoïste, c'est que je me suis rappelé moi-même, quand je voyais des blagues homophobes avant d'être à l'aise avec ma sexualité, je me suis toujours dit, mais j'aimerais que quelqu'un prenne la parole, que quelqu'un dise, mais stop, là t'es à l'ouest ma chérie, genre tu fais chier tout le monde, genre. Et j'étais vraiment content d'avoir bien agi là-dessus et d'avoir dit, parce que j'ai quand même une certaine visibilité sur TikTok. Alors certes, je suis pas le premier TikToker français, mais les personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont avoir de la peine en se disant mais ah ouais ok en fait c'est normal de se moquer des personnes homosexuelles, c'est normal de les humilier sur la place publique. Et ça m'a fait trop de la peine. Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas laisser passer ça. Et je suis content d'avoir, entre guillemets, servi d'exemple là-dessus, en disant, ça, d'une part, on n'accepte plus, et d'autre part, c'est tout simplement, pas ok. Voilà. Ouais. Là où je me suis repris, c'est que après coup, je me suis dit, j'aurais pas dû faire ça dans mon approche. J'aurais dû d'abord m'adresser à la personne, lui dire, écoute, je pense qu'il faut que tu retires cette vidéo parce que c'est risqué pour toi, c'est risqué pour la personne, c'est homophobe, c'est pas bien, c'est grave, etc. Enfin, expliquez, vous voyez tout le contexte. Et c'est ce que j'ai fait. Et la personne a plus ou moins compris. Après, j'allais dire, elle est jeune, cette personne. Mais en fait, ça m'embête de justifier la naïveté, entre guillemets, par la jeunesse, parce que moi, à cet âge-là, j'aurais jamais fait quelque chose comme ça. Donc, je sais pas. Et ça voudrait dire que tous les jeunes ont des comportements qui sont problématiques, et c'est clairement pas le cas, et ce serait justifier trop de choses. Donc non, je pense pas. En revanche, ça, vous voyez, dédramatise la chose. Au final, elle a enlevé sa vidéo, donc c'est ok. Mais c'est pour ça que c'est la même chose, vous voyez, dans le militantisme. C'est important de comprendre aussi là où vous placez votre intention. Si c'est dans de l'amour, si c'est dans de la peur, et de aussi mesurer, parce que je pense qu'on est beaucoup à s'éveiller politiquement, etc., et à s'impliquer de manière militante, active ou non. Et en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui font du burn-out militant. J'en parlais avec Elisa typiquement. Prenez soin de vous. Là encore, on y reviendra toujours, c'est une question d'équilibre. Alors oui, c'est sûr qu'il ne faut pas être 100% altruiste, complètement dévoué dans la cause militante. C'est très chouette, c'est très louable, c'est magnifique. C'est comme le fait de se dévouer entièrement à ses enfants, c'est beau, mais il ne faut pas s'abandonner soi-même, il faut aussi prendre soin de soi. Je pense que la conclusion un petit peu de ce podcast, c'est que être aimé et être aimable, ce n'est pas plaire à tout le monde. En fait, vous n'avez pas besoin de vous adapter, vous n'avez pas besoin de vous taire, vous n'avez pas besoin de vous remodeler, vous n'avez pas besoin de disparaître pour être aimé. Vous pouvez être aimé pour qui vous êtes, même si vous respectez vos propres limites. Et c'est certainement en respectant vous-même, en respectant vos propres limites. Encore une fois, je vais clôturer cet épisode en citant RuPaul, mais who the hell is gonna love you if... Mais qui peut aimer quelqu'un d'autre sans s'aimer soi-même? Personne. C'est important de vous aimer vous-même. Et non, dire non ne fait pas de vous une personne mauvaise, ne fait pas de vous une personne profondément égoïste, ça fait de vous quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui se respecte. On peut aimer les autres sans se trahir et on peut s'aimer sans trahir les autres. La gentillesse n'est pas une absence de limite. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie d'illustrer dans le roman que j'ai écrit, où justement le personnage va clairement essayer de se plier dans toutes les formes pour plaire aussi bien
à Axel que Raph, parce que moi, quand j'étais amoureux justement de mecs qui étaient ambigus, j'étais prêt à me plier en quatre pour leur plaire. Et cette façon qu'on a de se faire disparaître, d'une part elle est malsaine, mais en plus, elle est pas du tout sexy. C'est pas du tout plaisant d'aimer quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même, d'aimer quelqu'un qui en fait est prêt, entre guillemets, à s'oublier, à se faire disparaître, à se rabaisser lui-même pour quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est important de remettre les yeux dans le mieux, de remettre de la lumière sur le fait de s'aimer soi, le fait de se respecter pour aimer les autres. Je serai jamais assez reconnaissant envers toute la force, tout l'amour et toute l'attention que vous me donnez vraiment depuis que j'ai commencé sur les réseaux. J'ai commencé depuis février, donc c'est pas très long, ça fait même pas un an. Et en fait, ça a profondément changé ma vie et ça m'a aidé à me développer sur énormément de choses. Si vous avez le projet d'entreprendre, je sais pas, quelque chose, vraiment faites-le. Faites-le parce que c'est une façon de vous aimer vous-même, c'est une façon de vous redonner confiance en vous et surtout, je vous en supplie, continuez à me faire des retours sur comment est-ce que vous voudriez que j'améliore les choses, quel sujet vous aimeriez voir. J'avais commencé à faire un sondage sur Insta, mais ça peut être dans les commentaires de ce podcast, ça peut être par message sur Insta, sur TikTok, etc. Vous pouvez aussi commenter mon roman. En fait, je suis hyper preneur de ces retours, d'une part parce que j'adore échanger avec vous, mais aussi parce que c'est hyper riche pour moi. Et d'ailleurs, dans les prochains formats du podcast, j'aimerais bien commencer à développer des formats où je vous donne la parole à vous. Donc c'est un projet que justement j'ai commencé un petit peu à préparer avec certaines personnes qui ont répondu au sondage Insta, où justement je vais essayer de les faire venir sur le podcast pour qu'ils parlent de leurs expériences et qu'on puisse avoir, vous voyez, d'autres personnes, d'autres interlocuteurs, etc. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Je vous invite aussi à me laisser une bonne note sur Spotify et sur YouTube. Mais de toute façon, je n'ai pas de doute que vous le ferez. Vous avez déjà été hyper nombreux à le faire. Et voilà, aujourd'hui, je n'ai qu'une seule hateuse. Mais je l'aime quand même. Je l'aime quand même. Valérie, si tu écoutes ce podcast, je pense fort à toi. Je vous embrasse, merci infiniment de m'avoir écouté aussi longtemps, j'espère que l'épisode vous a plu. On est sur un format un petit peu plus long et en réalité, je crois que je l'ai encore plus aimé. J'ai adoré filmer cet épisode du podcast là actuellement. C'était vraiment trop bien, alors que je vous jure, celui de la semaine dernière a été vraiment une plaie. Ça a été hyper difficile, je l'ai filmé plusieurs fois. Je pense que c'est aussi parce que j'avais fait une insomnie. Voilà, je fais un peu la ouin-ouin, mais je sais pas, j'étais pas dans le mood et tout. Alors que celui-là, eh ben c'était trop bien. Et j'espère que ça a été aussi bien à l'écoute pour vous, que ça a été cool pour moi. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de préparer ça pour vous. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine au CDI. Chut.